Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Le Bénin fait face à la pandémie du Covid-19 comme tous les États du monde entier. À la date du 20 avril 2020, notre pays compte 54 cas confirmés, dont 27 sujets guéris et un décès. Quel regard porter sur la politique de gestion de cette pandémie au Bénin? Que retenir des nouvelles mesures prises par le gouvernement? Voilà autant de questions que nous poserons à nos invités ici ce soir. Nous allons analyser ensemble les récentes mesures prises par le gouvernement afin de limiter considérablement la propagation de cette pandémie au Bénin. Et pour en parler justement, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Ali Imorou Bachabi. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà, sur ce plateau, nous avons le professeur Francis Dossou. Il est président du Conseil national de l'Ordre national des médecins du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité aussi. Merci à vous aussi. Voilà, la première question, et nous voudrions rappeler quand même à nos téléspectateurs qu'ils pourront intervenir dans cette émission après 45 minutes de débat, justement, pour pouvoir exposer leurs préoccupations face à la politique de gestion de cette pandémie au Bénin. Docteur Ali Morou Bachabi, dites-nous quel état des lieux nous pouvons faire face à cette pandémie depuis donc l'apparition du Covid-19 au Bénin. Merci, monsieur le journaliste. Et l'état des lieux de la pandémie dans notre pays est marqué premièrement par les chiffres que vous venez d'annoncer. 54 cas confirmés au Bénin, dont la moitié est guérie et l'autre moitié encore sous traitement, mais il y a un cas parmi eux qui est décédé. L'état de l'épidémie, c'est également les mesures de riposte qui ont été prises par le gouvernement pour faire face à ce tableau que je viens tantôt de décrire. Mesures qui sont allées en augmentant au fur et à mesure que l'épidémie prenait de l'ampleur dans notre pays. Prenait de l'ampleur dans notre pays, mais aussi au fur et à mesure que l'épidémie prenait de l'ampleur autour de nous. Parce que ce n'est pas seulement les chiffres au Bénin que nous regardons pour prendre les décisions. Nous regardons aussi les chiffres des pays qui nous entourent. Et également, ces mesures ont changé, évolué avec l'état des connaissances. Et parce que, comme vous le savez, ce virus est nouveau. On ne sait pas tout de ce virus. Et au fur et à mesure que les connaissances sont améliorées sur le virus, notre gouvernement s'adapte et prend des mesures pour protéger la population. Donc, tout à l'heure, nous pourrons revenir de long en large sur ces mesures, oui, si vous le voulez bien. Tout à fait, nous y reviendrons. Professeur Francis Dossou, vous qui êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, comment trouvez-vous justement ces mesures que le gouvernement a quand même prises depuis l'apparition de façon, on pourrait dire de façon progressive, alors que d'aucuns estiment qu'on devrait aller aux mesures radicales? Oui, merci pour la question. Ceux qui estiment qu'il faut aller aux mesures radicales n'ont pas tout à fait tort. C'est très bien de vouloir frapper fort tout de suite pour tuer la mouche avant qu'elle n'en attire d'autres. Mais un chef d'État, un de nos anciens chefs d'État disait que c'est le terrain qui commande. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, hein. Monsieur le secrétaire général ne pourra pas tout dire, mais nous on devine un peu que on a l'habitude de faire la politique de ses moyens. Et les mesures qui avaient été prises au début correspondaient aux moyens dont nous disposions dans le pays.
bien sûr, il y a l'étude des cas dans le pays comme autour de nous, mais il y avait, il faut l'avouer, les moyens dont nous ne disposions pas. Et nous ne sommes pas les seuls. C'est pareil, quand je prends l'exemple de la France, ils n'ont pas de masques. En tout cas, pas suffisamment pour toute la population. Et donc, ils ne pourront pas dire à tout le monde de porter des masques. Quand on va se rendre compte qu'ils auront suffisamment de masques pour tout le monde, eh bien, le port de masque deviendra obligatoire. Ils vont y arriver. Vous allez dire que je prédis quelque chose, mais ça va venir. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je me réjouis et je félicite le gouvernement d'avoir vu les choses assez vite et d'avoir passé certaines commandes assez tôt. Parce que nous aurions, enfin, ils auraient passé les commandes plus tard qu'ils n'auraient pas pu les avoir aujourd'hui. Parce que là, même dans le week-end, je crois qu'il y a eu une arrivée d'une grosse commande. C'est parce qu'ils ont vu vite, ils ont vu tôt et ils ont pris les dispositions pour que aujourd'hui nous puissions nous targuer d'être le premier pays de la sous-région où tout le monde est tenu de porter un masque chirurgical ou en tout cas un masque de protection, d'importation tout le temps dans nos différents déplacements. Donc oui, au départ, nous autres qui étions dehors, nous estimions que ça n'allait pas assez vite. J'ai écrit au nom de l'ordre des médecins pour dire au ministre que les mesures étaient trop molles, étaient trop douces contre ce virus assez dangereux. Donc je suis comme un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça a été graduellement en fonction de la situation, mais aussi, il faut le dire, en fonction du matériel dont nous disposions. Par exemple, aujourd'hui, on va certainement, je crois qu'on va peut-être y arriver, mais il y a une vision de faire du dépistage à certaines couches de la population. Oui, parce qu'on peut. Avant, il y avait un seul appareil, un seul technicien pour tout étudier. Et bien sûr, chaque prélèvement prenait 3-4 jours. Il n'aurait pas tenu. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a dû avoir de la formation, acquisition de matériel, et on peut bomber le torse, je crois. C'est ce que le gouvernement fait. Voilà. Docteur Ali Morou Bachabi, il y a quand même dans la stratégie communicationnelle autour de cette lutte contre cette pandémie, au jour le jour, le ministère nous informait de l'évolution des cas, véritablement, mais nous avons connu une accalmie, un silence total, et puis subitement aujourd'hui on parle de 54 cas. Parlez-nous-en concrètement. Bon, ce n'est pas parce qu'il y a eu une augmentation brutale des cas que nous faisons de la communication. En fait, nous avions effectivement au début de l'épidémie, parce que c'était le début, pris l'option d'informer la population des premiers cas que nous enregistrions. Et également, au fur et à mesure, nous avions organisé un certain nombre de conférences de presse, 2 fois par semaine, pour informer la population. Mais au fur et à mesure, nous avons estimé qu'on pouvait améliorer, changer le mode de communication en informant sur le nombre de cas, faire un petit résumé de la situation épidémiologique sur le nombre de cas, le nombre de personnes guéries, le nombre de décès et le nombre de personnes sous traitement. Donc ces informations passaient et étaient connues par la plupart des populations. Et chaque fois que M. le ministre de la Santé faisait des sorties pour quitte visiter un site de prise en charge, quitte recevoir du matériel, il rappelait la situation épidémiologique dans notre pays. Donc la situation que vous décrivez, celle de 54 cas, donc passé on a une douzaine de cas pratiquement dans le week-end, est liée au fait que nous avons décidé de changer la stratégie, d'améliorer ce que on est né à appeler la stratégie de dépistage, donc renforcer le dépistage, et nous l'avons commencé
dès le week-end passé. Et c'est ce qui nous a permis de dépister 12 nouveaux cas en 2 jours pratiquement. Donc nous avons estimé qu'il était important de communiquer sur cela. Et comme vous l'avez dit, en fait, nous ne cherchons pas à cacher des chiffres en fait. Nous savons que... Et donc vous nous rassurez d'une gestion transparente. Nous voulons plutôt retrouver des cas qui existent au Bénin, les tester et pouvoir les isoler et les traiter. Parce que si vous avez des personnes malades qui circulent dans la population, ces personnes vont continuer à contaminer les autres et vous n'allez pas pouvoir maîtriser l'épidémie. Donc, si nous n'avions pas pu faire autant de tests avant, c'est parce que nous étions limités sur les capacités de diagnostic. Et maintenant, cela s'est amélioré et vous le verrez dans les jours qui viennent. Nous allons tester davantage et nous allons communiquer ces chiffres à toute la population pour que, ensemble, nous puissions faire le combat contre cette maladie-là. Très bien. Et pour revenir sur les mesures prises, Oui. nous l'avions dit au début, ces mesures ont été prises de façon progressive. Avec au début, comme dans tous les pays, on a mis en place quand même disons, une équipe de pilotage de la lutte contre cette maladie, avec un conseil interministériel qui chapeautait l'ensemble de la riposte. Également l'activation du Conseil national de crise sanitaire, qui est un comité intersectoriel comprenant plusieurs ministères et comprenant également les cadres du ministère de la Santé, les partenaires technico et financiers qui, disons, au niveau opérationnel, pilote la riposte contre cette pandémie-là. Et ce comité se réunit régulièrement. À l'intérieur, nous avons des commissions techniques qui s'occupent de la surveillance, du laboratoire, de la prise en charge, de la mobilisation, de la communication et de tout ce qui est ressources. Et nous avons également à l'intérieur de ce comité un comité d'experts qui nous conseille et nous oriente sur un certain nombre d'actions, d'interventions que nous souhaitions prendre. Est-ce que c'est ce comité quand même qui a pensé à cette mise en place de dispositifs pour pouvoir dépister systématiquement justement des communautés à risque? On est en train de parler par exemple du personnel soignant, professeur Francis Dossou. Ces communautés à risque, le dépistage systématique aujourd'hui, c'est une opportunité certainement. C'est une opportunité, nous nous en réjouissons au niveau de l'ordre des médecins. C'est vrai, on l'a réclamé, on estime que c'est venu un peu tard, mais l'essentiel c'est que ça vienne. Je pense que nulle part, personne ne peut être parfait. Et nous l'avons souhaité parce que le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, la sage-femme, enfin les professionnels de santé sont au contact des malades. Et ils ne savent pas, le patient qui se présente devant vous, vous ne savez pas s'il est porteur ou pas de l'infection. Certes, vous prenez des dispositions pour vous protéger en respectant les gestes barrières, mais une inattention, la fatigue au décours d'une garde, enfin bref, il y a parfois quelques gestes qui échappent et qui font que l'infection surgit quand même. Alors, vous êtes infecté, vous ne savez pas, vous rentrez chez vous, vous rencontrez votre famille et vous lui passez l'infection. Donc, il est important que ces personnes qui sont au devant de la scène, qui sont face au danger, qu'on sache lesquels d'entre eux sont porteurs. Et comme l'a dit le secrétaire général, il est important de les dépister, de les isoler, de les traiter, de dépister également leurs contacts pour que pour juguler la propagation de l'infection. Donc nous nous réjouissons que cette mesure puisse venir soulager un peu, nous rassurer un peu, nous autres qui soignons, parce que nous avons, disons-le, nous avons pensé que le gouvernement nous avait oubliés. Nous nous réjouissons que dans le communiqué du gouvernement,
pour une fois, je vais dire, les travailleurs de la santé ont été félicités. Tout à fait, avec des mots d'encouragement. Ça fait du bien. On a attendu longtemps, mais on l'a eu finalement et on ne peut que s'en réjouir. Très bien. Il y a le personnel de la sécurité et de la défense qui est prévu pour ce dépistage systématique. Pourquoi? Nous avons, comme je l'ai dit, à partir de maintenant, à renforcer vraiment cette stratégie qui comporte trois niveaux, trois interventions majeures. La première intervention, c'est tester, dépister, maximum de personnes. Ensuite, toutes les interventions liées à l'isolement, à la mise en quarantaine vont continuer. Et enfin, le traitement. Nous avons parlé des agents de santé, mais avant eux, je voudrais parler des personnes symptomatiques. La stratégie elle est très importante. Il est très important de savoir que à partir de la semaine prochaine, oui, nous allons traiter, nous allons en tout cas recevoir et tester toutes les personnes présentant des signes de la COVID-19. Et pour cela, il a été décidé d'installer au niveau de chaque chef-lieu de commune un site de dépistage pour ces personnes-là. Mais ce sont des personnes symptomatiques. Et donc, il y aura 117. Alors. Voilà. Et ce sera sur prescription médicale, entre guillemets, puisque ce serait par rapport à une orientation de médecin pour pouvoir prendre en charge et tester ces personnes-là. Nous avons également retenu de tester les agents de santé et vous avez, le docteur Dossou est revenu largement sur les raisons. Oui. Ce sont eux qui sont en première ligne, la ligne de front, et nous voyons qu'ils sont exposés et il fallait vraiment les tester pour pouvoir très tôt, s'ils sont positifs, les prendre en charge et ainsi les protéger leur famille, également protéger le reste de la population parce que ce sont eux qui soignent les populations et s'ils sont malades, ils vont contaminer l'ensemble de la population. La deuxième catégorie de personnes que nous avons estimées importantes à tester, parce que ce sont les forces de sécurité qui nous accompagnent dans cette riposte, dans l'ensemble des stratégies qui ont été mises en place jusqu'à présent. Surtout dans le respect de ces mesures barrières. Les mesures barrières, dans les hôtels, au niveau du cordon sécuritaire, ce sont eux qui sont avec nous. Dans les hôtels, qui surveillent les personnes sous confinement, etc., etc. Donc, ce sont des personnes qui sont également en mode regroupement. Ils sont dans des casernes, ils sont regroupés, il y a un risque. La proximité fait qu'il y a un risque de contamination plus grand. Et enfin, nous avons le personnel pénitentiaire. Donc, nous allons travailler dans les prisons, les personnes détenues et les postes de sécurité qui les surveillent seront également prises en compte dans cette stratégie. Et le traitement, donc, la stratégie, l'objectif final, c'est de traiter tous les cas positifs. C'est pour cela que nous avons étendu la capacité de prise en charge des patients au-delà du seul site de prise en charge qui est à l'école de police de Cotonou. Nous avons maintenant le site d'Alada qui est tout à fait prêt pour accueillir des patients et également le HIA, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Il y a deux autres sites qui sont en aménagement, Natitengu et l'hôpital d'Abomey-Calavi. Donc, en plus donc, de ces 5 sites, nous avons retenu d'en avoir également au niveau du Monokoufo, du Zoukoline et de Lomé Plateau. Donc, ça fera un ensemble de 8 sites pour le moment, pour démarrer. Et on espère que cela suffira. On espère qu'on n'aura pas plus de cas et on n'aura pas à ouvrir d'autres sites. Parce que cette disposition, on prévoit tout de même avec les contacts directs des personnes contaminées, certainement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait augmentation de cas. Bien sûr que si nous dépistons plus, et que nous allons dépister plus, puisque nous avons, comme il a dit aujourd'hui, une sorte de plateforme de diagnostic, et bientôt nous allons passer à 5 dans la semaine prochaine pratiquement, et avant la fin du mois ou au début du mois de mai, nous espérons passer à 12 plateformes avec des appareils
secours pour chaque plateforme, parce qu'on a suffisamment acquis d'appareils. Donc cela va permettre de tester le maximum de personnes, et les sites de prise en charge vont prendre en charge les cas positifs, mais les cas contacts seront isolés, mis en quarantaine, donc ne seront pas gardés au niveau des sites de prise en charge. Mais les cas contacts pourront également bénéficier d'un test, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Donc, pourront bénéficier d'un test, et s'ils sont positifs, on pourra les traiter également. Et quand vous parlez de dès la semaine prochaine, est-ce que c'est à partir du lundi prochain, du 27 avril, ou c'est quand? En tout cas, les dispositions sont prises. La semaine passée, nous avons eu, grâce à la coopération allemande, pu former ce qu'on peut appeler les formateurs, et pour pouvoir lancer ces laboratoires. Il y a un réseau de ces laboratoires avec responsable qui est désigné. Et toute cette semaine, les formations vont se dérouler sur l'ensemble des sites dont je venais de parler tantôt. Et comme vous l'avez vu, dans le week-end, nous avons reçu les équipements. Les formations vont se faire. Donc, nous avons les équipements, nous avons les hommes, il n'y a plus rien qui bloque. Donc, normalement, la semaine prochaine, nous pourrons démarrer le dépistage de ces cibles dont j'ai parlé, c'est-à-dire les agents de santé, les personnes ayant des forces de sécurité, les agents pénitentiaires, les détenus, un certain nombre de cibles importantes, et des personnes qui sont fortement suspectées du fait des signes qu'ils présentent. Très bien. L'autre mesure aussi prise, professeur Francis Dossou, c'est également la mise à disposition des officines de pharmacie de la chloroquine. Voilà. Ah oui, voilà. Personnellement, je suis soulagé. Soulagé que le médecin ait le droit de prescrire ce médicament qui est censé guérir, pour le moment, c'est ce que nous croyons au Bénin, cette maladie. Et c'est vrai, le gouvernement, à un moment donné, a retiré du marché ces médicaments pour des raisons que je comprends très bien. Pour qu'on n'aille pas à l'automédication. Qu'on n'aille pas à l'automédication, que les voisins ne viennent pas chercher ces médicaments et nous mettent en panne. Ça aussi, c'est une stratégie. Le Bénin a quand même profité pour dire que nous allons produire nous-mêmes de la chloroquine. Ils ont recommencé. Je sais très bien que ça a été une question posée sur les différents forums des médecins. Quand est-ce qu'on va réveiller Pharmaquick? Eh bien, je crois que Pharmaquick a été réveillé par le gouvernement, et j'ai cru entendre qu'il y a eu 40 millions de comprimés de chloroquine livrés à la centrale d'achat des médicaments essentiels. Donc oui, il y a eu des actions qui ne sont pas venues tout de suite, comme nous l'aurions souhaité, mais qui se mettent en place progressivement, sûrement, qui va lentement, va sûrement, dit-on. Et donc oui, la chloroquine, je pense que c'est bien de la mettre à disposition des pharmaciens, et à nous et aux pharmaciens, nous médecins et aux pharmaciens, de faire preuve de professionnalisme, de faire preuve de sérieux dans la gestion, dans la prescription de ces médicaments, pas à n'importe qui, mais au cas suspecté, et que les pharmaciens livrent ces médicaments en fonction de la qualité de l'ordonnance qui leur a été présentée. Et justement, cette ordonnance doit porter le cachet du médecin avec son numéro d'inscription à l'ordre, parce que pour exercer la médecine, il est obligatoire d'être inscrit à l'ordre des médecins, avec également son contact téléphonique qui permettra aux pharmaciens, par exemple, à moins que ce contact soit porté sur la tête de l'ordonnancier, alors qui permettra aux pharmaciens qui veut poser une question de le contacter directement. Et cette communication entre pharmaciens et médecins permet de préciser ce qui pourrait ne pas avoir été précisé, et de dépister éventuellement quelques faussaires. Il y en a quelques-uns. Et la lutte contre ces faussaires, ces faux médecins qui prescrivent n'importe quoi pour des buts non avoués, eh bien, il y aura une traque qui va réussir à les prendre et à les faire répondre
de leurs méfaits. Parce que... Puisque cette décision de la mise à disposition de la subvention de la chloroquine est prise par l'État, par exemple, l'ordre national, le Conseil national de l'ordre des médecins que vous présidez, qu'est-ce que vous feriez pour pouvoir quand même sensibiliser vos pairs à un professionnalisme avéré? Parce que, voilà, on parle de prescription médicale, mais effectivement, il faut un acte de sensibilisation. Des médecins, je ne pense pas. Ils sont suffisamment formés, ils sont suffisamment sérieux. On va peut-être rappeler de garder ce sérieux, ce professionnalisme pour ne pas ternir l'image du médecin qui a été longtemps galvaudé, mais qui aujourd'hui reprend du poil de la bête. Donc, c'est surtout ceux qui ne sont pas médecins et qui voudront tricher et faire des prescriptions qui ne sont pas de leur ressort. Eux devront faire attention parce qu'ils risquent de faire face aux rigueurs de la loi. Très bien. La cession de la plaquette qu'il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs, c'est à 500 francs. Oui. 400 francs pour les officines de pharmacie et 500 francs donc pour nos concitoyens. Sur prescription médicale, il faut le rappeler. Prescription médicale. Et je voudrais vraiment saluer les collègues et souhaiter que, comme l'a dit notre président, qu'ils puissent jouer le jeu avec nous, avec le gouvernement, pour que cette décision qui a été prise de mettre à la disposition des populations, de rendre accessible la chloroquine, pour permettre aux médecins de jouer vraiment leur rôle de médecin, de consulter, de prescrire, en tout cas d'accompagner leurs patients, puisque parmi ces patients, on va certainement découvrir beaucoup de cas contacts. Donc les cas positifs seront pris en charge gratuitement dans les sites de prise en charge. Mais quand on a un cas contact, des fois on a jusqu'à près de 100, quand on a un cas confirmé, on a parfois près de 100 personnes contacts. Premier degré, ensuite deuxième degré, etc. Donc des fois c'est près de 200 personnes autour d'un malade. Donc nous ne voulons prendre aucun risque. Nous allons faire en sorte que ces personnes contacts puissent avoir accès au traitement grâce aux ordonnances médicales que nos collègues vont pouvoir délivrer. Donc je salue d'avance vraiment le sens de responsabilité pour que ça se passe ainsi. Il y a eu des réformes dans le secteur de la santé, des réformes dans le secteur pharmaceutique qui portent leurs fruits et aujourd'hui il est plus possible d'aller dans une pharmacie, en tout cas très rarement possible d'aller dans une pharmacie et de chercher à acheter un antibiotique, par exemple, sans ordonnance. Et je pense que pour la chloroquine, cette discipline que aussi bien les pharmaciens que les médecins ont observé à l'égard de l'antibiotique, je souhaite que cette même discipline puisse être observée à l'égard de la chloroquine pour que seules les indications retenues, que seules ces indications-là puissent permettre d'avoir accès à la chloroquine. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas gênés du tout de changer, d'améliorer nos stratégies avec les connaissances nouvelles, avec les découvertes nouvelles. Donc si d'aventure des choses changeaient, on reviendra et on corrigera, on pourra élargir éventuellement la base des indications de prescription de cette molécule. Est-ce qu'il peut arriver qu'on puisse s'attendre à l'autre molécule utilisée par le Bénin pour le traitement de ces cas confirmés, à part la chloroquine, l'autre molécule bien évidemment? Je n'ai pas compris votre question. L'antibiotique. Est-ce que, puisque le Bénin utilise la chloroquine et une autre molécule, oui, est-ce qu'il peut arriver que nous puissions aussi mettre à la disposition des officines de pharmacie Puisque pour le moment, la prise en charge se fait dans des centres spécialisés que j'ai cités tantôt. Tout à fait. Donc, on va permettre à ces centres de pouvoir faire la prescription de cette molécule supplémentaire. Et puis, il y a d'autres molécules adjuvantes que nous complétons dans le traitement. Donc, ce sont les sites de prise en charge où nous avons des médecins, des collègues qui suivent ces cas, qui prescrivent ces molécules-là. Donc, je ne voudrais pas trop m'étendre sur ça parce qu'on a remarqué que quand il y a eu beaucoup de communication sur la chloroquine, tout le monde voulait en prendre et chacun a fait son stock comme il peut. Et donc, évitons pour ne pas créer des résistances et des problèmes d'effets secondaires importants au niveau de nos populations.
évitons donc de communiquer sur cette molécule. Très bien. En termes de, quand on parle du bilan de la pandémie à telle date, aujourd'hui nous parlons de 54 cas confirmés, mais nous n'avons pas justement plus d'éclaircissement sur la provenance. Est-ce que c'est des cas importés? Est-ce que c'est des cas découverts en communauté? On n'a pas cette précision cette fois-ci. Pourquoi? En fait, c'est les derniers cas que nous avons eus sont tous des Béninois. Tous des Béninois que nous avons dépistés dans les communautés. Donc, c'est pour dire qu'il y a une circulation, une transmission communautaire de la maladie. Elle a été importée au début. C'est pourquoi les mesures du début visaient vraiment à empêcher l'entrée du virus et visaient donc à renforcer les capacités de nos équipes au niveau des frontières, à faire de la surveillance au niveau de nos points d'entrée, et également à mettre en quarantaine les personnes venant de l'extérieur. Et vous avez remarqué que c'est une bonne politique, parce que ça a été une bonne politique, parce que sur l'ensemble des cas positifs que vous voyez, les 54, nous avons dépisté 27 dans les hôtels, où nous avions mis en quarantaine des voyageurs. Donc c'était important de le faire. Ces 27 seraient dans la communauté, auraient déjà contaminé plein de gens, et on serait à un niveau d'épidémie comme certains de nos voisins le sont. 200, 300, 500 cas. Pour le moment, on touche du bois, on en est à 54 cas, et on travaillera à en dépister davantage, parce que nous n'avons pas peur en fait des chiffres. Nous ne serons pas gênés d'en avoir 100, si ces 100 existent vraiment. Parce que si on les a, on va les traiter, comme je l'ai dit, et on va pouvoir ainsi isoler ces cas, isoler leurs contacts et rompre la chaîne de transmission de la maladie. Très bien. Professeur Francis Dossou, quelle appréciation faites-vous du comportement des populations face à la pandémie? Les populations. Les populations n'ont pas vraiment compris. Les populations n'ont pas vraiment compris. Oui, je circule dans Cotonou. Le masque, c'est pour les policiers. Quand on s'approche d'un croisement, d'un carrefour, on voit de loin un policier, on sort le masque du menton, parce qu'on aime bien l'avoir au menton, et on le met au-dessus de la bouche. Voilà, parce que c'est un peu... Mais c'est le Béninois qui est comme ça. C'est un peu comme pour les casques, hein. Le casque, il est entre les jambes. Quand on avance, le policier, on le voit de loin, on met le casque sur la tête. Bon, parfois, on le met trop tard, le policier, il sévit. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, la population n'a pas vraiment compris. Je parle en général, hein. Il y a des gens qui ont bien compris, qui prennent soin d'eux, qui se protègent et protègent leur entourage. Mais il y en a beaucoup qui n'y comprennent rien. C'est vrai, nous avons demandé et nous avons obtenu que le gouvernement fasse du battage, non seulement médiatique, parce que à la télé, à la radio, ça passe tout le temps, mais il y a également j'ai croisé des gens qui gongonnaient dans les rues. Avec des mégaphones également. Avec des mégaphones, oui, les mégaphones, c'est ça qui est moderne, enfin. Sinon, les crieurs publics traditionnels. Voilà, donc il y a cette information qui essaie de passer, mais bon, ça n'a pas encore pris, ça va prendre. Mais j'espère très fort que ça prenne de façon à nous permettre d'éviter l'épidémie foudroyante qu'il y a dans les autres pays. Je comprends que le gouvernement mette un fort accent sur la prévention, parce que malgré nos 200 respirateurs, si on devait avoir à les utiliser, ce serait une hécatombe. Donc il vaut mieux vraiment prévenir, mettre de l'énergie suffisamment pour prévenir, pour bloquer les différentes entrées, pour éviter autant que possible la propagation au sein de la communauté. Bon, c'est déjà dans la communauté, donc on change de fusil d'épaule et on reprend autrement. Mais on va continuer à expliquer. Par exemple, l'Ordre des médecins compte accompagner le gouvernement dans cette campagne de communication de lutte contre la propagation de la lutte. On compte faire des spots.
pour expliquer en français, en langue nationale. C'est déjà fait par beaucoup d'autres. On va y mettre une autre, parce que bon, il y a certains qui croient quand c'est le blanc qui parle, d'autres vont croire quand c'est le médecin qui parle, d'autres vont croire quand c'est le gouvernement qui parle. Donc, avec ces faisceaux, cette synergie d'action, on va quand même réussir à convaincre une bonne partie de la population, parce que ce qui s'est passé dans les autres pays du Nord, c'est qu'ils n'ont pas cru que c'était une maladie grave, que c'était une maladie qui pouvait se propager rapidement et qu'il fallait prendre des mesures. Ils ont banalisé au début. Quand ils se sont ressaisis, c'était pratiquement tard. Et donc, ils ont commencé à prendre des dispositions qui ne sont pas toutes correctes, je pèse mes mots, mais ils ne peuvent pas faire autrement parce que ça les prend à la gorge. Nous, ici, je félicite le gouvernement, on s'y est pris relativement tôt pour éviter que ça entre. C'est quand même entré. On fait ce qu'il faut pour éviter que ça se propage. On espère qu'on va y arriver si tout le monde se met dans la bagarre. Parce que sur ce coup-là, nous sommes obligés d'être ensemble. On ne peut pas aller disperser les énergies. Il faut être ensemble parce que c'est un grand danger, ce virus-là. Très bien. Le cordon sanitaire, ou bien un mot sur un mot, oui, pour vraiment profiter de cette tribune pour lancer encore une fois un appel aux populations pour leur demander de continuer vraiment à respecter les mesures barrières. C'est très important, on ne cessera jamais de répéter. Le lavage des mains, très très important, à l'eau et au savon. La distanciation, 1 mètre les uns par rapport aux autres. Également, éviter de toucher le nez, la bouche avec sa main, etc. Et surtout, porter le masque. Cela a été décidé depuis 2 semaines. Je constate que beaucoup de Béninois essaient vraiment, font l'effort d'en acheter et de le porter. Mais effectivement, on constate aussi que d'autres l'achètent, le portent, mais le gardent au niveau du menton. Ou l'enlèvent quand ils veulent parler. Alors que c'est justement au moment de parler qu'il faut mettre le masque, qu'il faut bien l'ajuster. Au moment de parler, de tousser ou d'éternuer, que le masque doit être bien ajusté pour bloquer toutes les gouttelettes respiratoires qui sortent de votre nez, de votre bouche, pour que ces gouttelettes n'aillent pas en l'air et aillent toucher votre vis-à-vis ou rester dans l'air et contaminer d'autres personnes. Donc c'est très important. Je voudrais vraiment remercier les populations pour ce qu'elles font, mais dire qu'on peut encore faire mieux, notamment par rapport au port du masque. Remercier tous nos acteurs au niveau des magasins, au niveau des bureaux, où on voit des systèmes de dispositifs de lavage de mains avec du savon. Ici, même à la télévision, avant d'entrer, tout gentiment, le gardien m'a demandé il a insisté que je lave mes mains. Donc, il y a des habitudes que nous sommes en train de prendre qui sont vraiment bénéfiques pour toute la communauté. Et il faudrait qu'on puisse continuer à le faire. Et je pense que nous travaillons dur ces temps-ci pour la disponibilité des masques. Notre gouvernement a déjà fait des efforts en achetant et en subventionnant et en mettant ça à la disposition des pharmacies. Mais cela va s'améliorer encore puisqu'on va décentraliser l'approvisionnement. Au lieu que ça soit seulement à Cotonou, toutes les centrales de la CAME qui sont à l'intérieur du pays vont le faire à l'ensemble des pharmacies du pays. Et également, ces centrales vont pouvoir servir les centres de santé, les cliniques privées et tous ceux qui veulent en acquérir. Il y a une clé d'accès à ces masques qui est établie et qui va permettre vraiment de le faire. Mais en plus de ces masques chirurgicaux, nous encourageons les start-up, un certain nombre de Béninois, acteurs béninois, qui se lancent dans la fabrication des initiatives pour en coudre et vendre. Et nous travaillons notamment avec les start-up de CB City pour pouvoir arriver vraiment à en fabriquer en quantité importante et à faire en sorte qu'au-delà des masques chirurgicaux, qu'on puisse également avoir des masques qu'on appelle les masques alternatifs qui jouent également un grand rôle dans la protection de la population parce que ce n'est pas possible pour le moment que tous les Béninois puissent avoir accès aux masques chirurgicaux. Soit il y a des barrières financières, soit il y a la quantité, etc. Donc, nous encourageons ces start-up
a produit ces masques pour que tout le monde puisse en acquérir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Très bien. Est-ce que avec des contaminations dans les communautés, est-ce qu'on pourrait dire que le cordon sanitaire marche vraiment? Mais le cordon sanitaire marche, puisque le rôle du cordon sanitaire, c'est d'isoler une zone supposée plus touchée du reste du pays qui est supposé moins touché. Et aujourd'hui, pour ce que nous observons, c'est qu'il y a très peu de cas à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas parce que nous ne les cherchons pas. Nous avons des appels au niveau du call center qui est à Cotonou ici. Le centre d'écoute et d'orientation. Voilà, venant de l'ensemble du pays, aussi bien de la zone à l'intérieur du cordon que le reste du pays. Et chaque fois que nous avons un appel pour les cas de maladie, avec des signes respiratoires, de la fièvre, etc., nous faisons prélever. Nous avons des équipes d'intervention rapide dans chacune des 34 zones sanitaires du pays. Et ces équipes se déplacent vers la personne, prélèvent et transfèrent le prélèvement jusqu'à Cotonou et nous testons. Et nous remarquons que jusqu'à présent, il y a peu de cas en dehors du cordon. Donc, ça veut dire que nos autorités ont vu juste, parce que nous sommes en train de confiner le maximum de cas dans le cordon, d'essayer de les tester, de les isoler et de les traiter. Donc, je pense que c'est une stratégie gagnante et vraiment, ça a aidé. Ça nous a aidé, nous, en tant que cadre fonctionnaire étant au front par rapport à cette pandémie, ça nous a aidé à mieux maîtriser la situation, puisque, comme vous le savez, l'autre fonction du cordon, c'est d'éviter de disperser les énergies, d'avoir affaire à plusieurs fronts. Donc, le fait que l'essentiel du problème se concentre dans Cotonou et autour nous a facilité la tâche, a permis de concentrer l'ensemble des efforts nationaux sur cette zone. Et vous avez les résultats. Nous avons la moitié de nos patients qui sont guéris. Et ceux qui sont actuellement au niveau du site de prise en charge vont bien. Nous n'avons pratiquement aucun cas grave au niveau de ce site. Donc, justement, ce sont ces bonnes nouvelles qui doivent être également distillées dans l'opinion. 27 cas guéris, également un état clinique stable et rassurant pour ceux qui sont sous traitement, et le cordon sanitaire. Francis Dosso. Oui, ce sont de bonnes nouvelles qui sont distribuées, enfin qui sont dites là par rapport au nombre de cas qui n'est pas important déjà, par rapport au nombre de guéris, la moitié pratiquement des cas découverts. Mais le cordon sanitaire, vous avez suivi l'actualité comme moi. Il y a beaucoup de Béninois qui ont essayé de contourner ce cordon, de passer entre les mailles. Certains ont été pris, d'autres ont réussi à passer. Il est, bon, disons, pour eux quand même, hein. Il faut l'avouer. Mais je pense que les gens ont compris, les principales les gens ont compris, en fait, qu'il faut rester d'un côté ou de l'autre. Il y a eu quand même une dérogation pour... qui pourrait être délivrée par les préfets? Non, ça c'est avant ça. Aujourd'hui, cette dérogation est étendue à une certaine catégorie de personnes, notamment les professionnels de santé, parce qu'ils sont amenés à soigner partout. Je dois avouer que personnellement, je n'aurais pas fait ce choix, mais il n'y a pas que moi, il y a personnellement, sinon tous les conseillers de l'ordre... Et pourquoi alors? J'ai dit tout à l'heure que nous sommes les meilleurs vecteurs de cette maladie et de toutes les autres maladies, d'où l'importance de vraiment veiller à faire les gestes barrières, à ne pas se contaminer, sinon, puisqu'on a l'autorisation de passer d'un côté du cordon à l'autre, ce qu'on veut éviter risque d'arriver. C'est-à-dire, je suis médecin, je m'infecte auprès d'un malade, je vais soigner un autre malade de l'autre côté du cordon, ben je lui donne une autre maladie. Donc c'est un risque réel. Et c'est pourquoi je profite de votre antenne pour faire appel, pour lancer un appel à mes confrères
pour qu'ils prennent vraiment soin d'eux, pour qu'ils évitent autant que possible les situations où ils vont s'infecter, parce que eux, ils ont la permission d'aller d'un côté et de l'autre. Très bien. Je voudrais, oui, par rapport au cordon, dire qu'il n'y a pas une mesure d'exception décidée pour les agents de santé, de façon globale, pour dire que dès qu'on a une carte d'agent de santé, on peut aller d'un côté du cordon comme de l'autre. Ah, donc j'ai mal compris. Oui, il n'y a pas une exception décrétée, une dérogation officielle pour l'ensemble des agents de santé, non. En fait, il y a eu un certain nombre de cas où il a été amené à demander à la préfecture d'accorder des dérogations. Et je peux en citer un ou deux. Le premier, essentiellement, ce sont les premiers jours, juste les premiers jours, les équipes des hôpitaux aux frontières du cordon qui se sont fait surprendre avec la décision de mise en route du cordon, de mise en œuvre du cordon, notamment les personnes qui travaillaient à l'hôpital de Koumé. Et je crois que ça a été réglé de façon ponctuelle. Et ils sont amenés à rester de l'autre côté du cordon pendant toute la période du confinement. Également, nous avons été amenés à solliciter une dérogation pour quelques collègues qui devraient encadrer la distribution des moustiquaires au niveau des communautés. Donc, nous avons une campagne importante de moustiquaires pour l'ensemble de la communauté du pays. Et il fallait pouvoir aller au-delà du cordon pour encadrer cette session des moustiquaires-là, puisque nous avons le Covid-19, mais nous avons aussi le palu qui tue plus, et l'approche des saisons des pluies. Donc le gouvernement a bien analysé la situation et a autorisé que nous puissions faire cette campagne en changeant de stratégie. Au lieu de faire des regroupements de population en des lieux précis pour distribuer les moustiquaires avec toute la bousculade qu'il peut y avoir, avec tout le monde qu'il peut y avoir, il a été décidé de faire une campagne porte à porte. Donc avec une stratégie comme ça, il fallait vraiment un personnel d'encadrement. Et ce dont je parle, c'est une quinzaine de personnes que nous avons permis de traverser le cordon pour aller suivre cette distribution-là au niveau de sur l'autre côté du cordon. Donc voilà, je tenais à revenir sur ça pour dire qu'il n'y a pas eu une mesure d'exception pour l'ensemble des agents pour qu'ils puissent traverser le cordon comme ils le souhaitent. Et peut-être il y a eu des évacuations, etc. Mais cette mesure n'a pas été étendue à l'ensemble du personnel de santé du pays. Très bien. Nous voudrons rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent dès à présent nous appeler sur le numéro qui s'affiche donc en bas de leur écran. Vous pouvez nous appeler et exposer vos différentes préoccupations également. Et puis nos invités se chargeront de pouvoir y répondre. Professeur Francis Dossou, effectivement, vous avez commencé par le dire que vous voudriez bien soutenir cette lutte enclenchée par le gouvernement. À quand on pourrait ou quelles sont les implications déjà de vous au sein de l'ordre dans cette lutte contre la pandémie au Bénin? Nous sommes sentis concernés, parce que ça n'est pas une personne, nul n'est au-dessus de cette infection. Et donc, nous nous sommes dit d'abord qu'il fallait que le gouvernement porte une certaine attention à l'égard du personnel de santé, aussi bien les médecins que les paramédicaux, parce qu'au départ, on avait effectivement l'impression qu'on n'était pas vraiment pris en compte. Donc c'est une première action, ça a été de le dire, de le déclarer, de l'écrire au ministre. Ça a porté du fruit puisque aujourd'hui on sait que les professionnels de santé ont un certain rôle à jouer et ils sont prêts à le faire. Nous avons estimé qu'il fallait prendre des mesures à l'entrée des structures de santé. Vous allez peut-être nous allons prendre ce téléspectateur. Bonsoir à vous. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, allô. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, on m'appelle Boko. Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, ça nous aiderait beaucoup dans la conversation avec vous. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? On m'appelle Boko Ursule. Bonsoir, vous êtes déjà en ligne? Oui, bonsoir. Comment on vous appelle? Boko Ursule. Très bien. Boko, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je crois qu'il a quelques difficultés à nous entendre. Vous nous appelez d'où? Quelle est votre préoccupation? Je crois qu'il est parti. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, lorsque vous nous appelez, veuillez diminuer tout simplement ou veuillez couper tout simplement le volume de votre poste téléviseur et ça va favoriser donc la conversation. Il y a un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à vous. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, nous vous recevons. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Moi, c'est Alain Davor. Ali nous appelle d'où, s'il vous plaît? Alain Davor. Je vous appelle d'Aplaroui. D'Aplaroui. Quelle est votre préoccupation? Je voudrais revenir sur une question qui a été posée à nos éminents allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Ok, d'entrée de jeu, je remercie les invités, en l'occurrence le professeur Dessous, le président de l'Ordre des médecins du Bénin et le secrétaire général du ministère. Je les remercie pour toutes les informations qu'ils nous ont fournies ce soir. Ma question est celle-ci. Concernant le cordon sanitaire, Oui. j'ai eu à lire hier un arrêté du préfet de l'Atlantique disant que les saints sont les agents de santé, les agents de la SONEV, de la FDE, ils sont autorisés à entrer, à sortir du cordon sanitaire sans dérogation préfectorale. Mais en tant que secrétaire général du gouvernement, du ministère de la Santé plutôt, cela n'a pas été une dérogation spéciale. Je n'ai pas bien compris. Très bien. Et il va y répondre. Merci. C'est votre seule préoccupation, j'espère. Voilà. Donc, merci à vous de nous appeler depuis Aplaroui. C'est bien noté. Donc, le secrétaire général y répondra dans un instant, tout comme Ali qui nous appelait depuis Aplaroui. Vous pouvez nous appeler aussi sur le numéro qui s'affiche déjà pour exposer vos préoccupations à nos invités. On va permettre au professeur Francis Dessous de finir et puis on reviendra sur la préoccupation de notre téléspectateur. Merci, monsieur le journaliste. Donc, je disais que nous avons posé quelques actes. À un moment donné, je crois que j'étais sur ce même plateau, un jour où les médecins en spécialité du CNHU menaçaient de tout laisser tomber parce que les autorités hospitalo-universitaires ne se préoccupaient pas de leur protection. Or, ils sont apprenants, certes, stagiaires, mais ils sont au devant de la scène, ils courent les mêmes risques que les autres, et nous nous sommes dit qu'il fallait poser un acte, faire un geste qui pourrait faire des émules. Et nous sommes très heureux d'avoir pu le faire. Nous avons offert une trentaine de flacons de gel hydroalcoolique, des masques, justement. Et après cela, il y a d'autres actions que vous avez posées. Vous permettez? On va prendre ce téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Salut de toute votre population que vous faites pour notre pays. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir.
Bonsoir. Allez à votre préoccupation. Chers téléspectateurs, vous êtes déjà en ligne. Allez à votre préoccupation. Je crois qu'il a vraiment des difficultés à nous entendre par ici. Vous pouvez nous revenir, hein, chers téléspectateurs. Donc, vous disiez, professeur Francis Dossou, que vous aviez quand même mené un certain nombre d'actions. Oui, donc il y a cette action-là que nous avons faite et qui a fait des émules et d'autres ont offert. Bon, nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc d'autres qui ont un peu plus de moyens ont offert. Bon, on se disait que les médecins ont beaucoup de moyens. Oui, je parle de l'ordre des médecins. Ah, d'accord, très bien. Oui, parce que toute mesure gardée, les médecins ont forcément un peu plus de moyens que d'autres. Mais tous les médecins ne sont pas au même niveau non plus. Tout à fait. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je crois qu'il est parti. Voilà. Et donc il y a eu cet acte-là, et puis il y a d'autres choses que nous avons faites. Nous avons communiqué, peut-être pas beaucoup, mais quand même pour exprimer notre point de vue, notre vision de la gestion de la question. Nous avons déjà dit que c'était un peu trop lent, que nous on aimerait que ça aille plus vite. Aujourd'hui, le gouvernement est à la bonne vitesse. Je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avons, puisque les malades vont vers les structures de santé, les cliniques, les cabinets médicaux, les hôpitaux, quand ils toussent, donc, on ne sait pas qu'est-ce qui les amène vraiment. Et nous avons mis au point une fiche, un questionnaire, que les structures de santé sont censées poser aux malades qui viennent consulter, avant même qu'ils n'entrent dans la structure. Depuis la porte, on essaie de savoir si c'est un cas qui pourrait être considéré comme un potentiel atteint de Covid-19 ou pas. Et donc, en fonction de ces réponses, nous le faisons entrer par le circuit normal ordinaire ou par un circuit où on prend déjà les précautions. Déjà, il reste loin du médecin qui s'installe, qui l'examine, qui pose les questions jusqu'à comprendre ce qu'il a. Et si c'est un cas suspect, l'attitude, c'est d'appeler les numéros du call center, qui ne marchent pas toujours, qui ne marchent pas tout de suite, mais qui finissent par marcher. Et, il reste une de nos doléances, hein. Je ne sais pas si M. le secrétaire général est au courant. Nous aimerions bien qu'il y ait une ligne dédiée aux médecins pour que lorsque le médecin il est en face d'un cas qui est suspect, qu'il puisse appeler et apporter une réponse rapide à la personne pour que si l'équipe d'intervention rapide doit arriver, qu'elle le fasse vite. Mais qu'un médecin ait son malade devant et soit en train d'appeler en vain un numéro, ce n'est pas très agréable et c'est pas très sécurisant non plus. De toute façon, c'est entendu et je voyais le secrétaire général écrire aussi, oui, donc vous pouvez être rassuré. On va revenir à la question. Je suis d'autant plus rassuré que la plupart du temps, le ministère nous a écoutés. Reconnaissons-le. L'esprit est ouvert. La communication passe très bien et je crois que c'est comme ça qu'on construit une nation. Très bien, merci. Le cordon sanitaire, la dérogation, il semble que certains agents sont priorisés. C'est vrai, vous avez parlé des médecins, en fait, des agents de santé. On parle de la SBE, de la SONEB. Qu'en est-il exactement? Bon, effectivement, il y a un certain nombre d'agents qui assurent la continuité des services dans la communauté pour que nous puissions continuer à fonctionner comme un pays normal et qui, certainement, les préfets et les autorités ayant remarqué que les demandes de dérogation revenaient pour cette catégorie, ont pensé à leur faire une dérogation. Je pense qu'il y a également eu la même chose pour les agents qui font la distribution des médicaments.